Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI, Voix des victimes, en collaboration avec la coordination des organisations islamiques suisses et en partenariat avec Swiss Islamic Academy. Nous sommes honorés aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de doyen Habib Kazoghli. Habib Kazoghli, c'est un universitaire tunisien connu dans les recherches spécialisées dans l'histoire politique, l'histoire des mouvements nationaux, etc. Habib Kazoghli aussi, il est connu par l'activité politique, surtout son engagement dans le courant du gauche tunisien. Il est un professeur invité aussi dans plusieurs universités en France et au nord d'Amérique. Merci beaucoup, professeur Habib Kazoghli, pour avoir accepté de nous offrir l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Avant de céder la modération de la séance à notre collègue Hadem Mahjoub, rédacteur en chef d'Arabe 21, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre président Farhat Afshahar, docteur Farhat Afshahar, membre du Conseil suisse fédéral des religions et président du CHIOS, et aussi Dr Hatem Ben Salem, l'ancien ministre de l'Éducation, le diplomate connu. Il est le conseiller de Swiss Islamic Academy et conseiller de CRI, Voix des victimes. Alors, c'est à vous, Dr Farhat Afshahar, puis je cède la parole à notre ami Hadem Mahjoub pour modérer cette séance consacrée à l'islam politique et surtout au tournant des événements connus et vécus ces jours en Tunisie. C'est à vous, Madame Hadem Mahjoub, je ne sais pas, vous avez la possibilité de parler même en arabe parce que je vois que la majorité sont des arabophones. C'est à vous, Dr Farhat Afshahar. Bonjour et salam, mesdames, messieurs. Au nom de la CHIOS, Coordination des organisations islamiques en Suisse, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence visio. Notre sujet d'aujourd'hui, l'islam politique, est très important. En même temps, l'islam politique, il est très difficile à analyser. Il y a une similitude tragique avec le théâtre. Premièrement, ce que nous voyons est la réalité de la scène du théâtre, mais ce n'est pas la vérité. Nous ne voyons pas la vérité. Deuxièmement, on ne voit pas l'écrivain qui écrit la pièce. Troisièmement, on ne voit pas le réalisateur qui organise le spectacle. Quatrièmement, on ne voit pas le producteur qui investit et profite de cette tragédie. Seulement, la vie n'est pas du théâtre. Après le théâtre, les acteurs rentrent chez eux. Dans l'islam politique, les gens subissent un grand malaise, leurs vies sont détruites, leurs pays sont démolis et de nombreuses personnes sont tuées. Pourquoi? Certainement pas parce que les musulmans sont soudainement devenus fous. Quelle est la cause de la désorientation religieuse qui conduit à tant de souffrances, d'agressions et de destruction? C'est ce que nous voulons examiner de manière intensive. Cher doyen, professeur Dr Kazoghli, je suis réjoui de votre intervention. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mais avant de céder la parole à notre professeur Habib Kazoghli, il y a des amis qui participent de l'Orient, surtout de l'Arabie Saoudite et des amis du Liban. Et il insiste que je fais une introduction en quelques mots en arabe. إذا السادة والسيدات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي ننظمه بالتنسيق مع تنسيقية منظمات الإسلامية السويسرية ومع سويس إسلاميك أكاديمي.
سعداء اليوم باستقبال العميد والأستاذ حبيب الكزغلي. هو وجه علمي معروف، هو جامعي تونسي متخصص في الدراسات التاريخية، تحمل وتقلد عديد المناصب العلمية، خاصة عميد كلية الآداب بمنوبة. الأستاذ حبيب كزغلي كذلك عرف بنشاطه السياسي خاصة وسط ما يسمى باليسار التونسي. سعداء اليوم بأن نتطرق معه إلى موضوع الإسلام السياسي. الإسلام السياسي، ما هو مستقبل الإسلام السياسي خاصة في تونس التي اعتبرت كالملاذ الأخير للإسلام السياسي بعد فشل هذه المنظومة في مصر وفي عديد البلدان الأخرى، وكذلك ما هي الرسائل التي ترسل إلى الخارج على وقع ما يحدث في تونس. أعتقد أنه البحث عن الرسالة التي ينتجها التي ترسلها الأحداث التي وقعت في تونس مهمة ومهمة جدا. عندما نرى بأن طالبان الآن في أفغانستان تسلم لها أفغانستان، نرى بأنه راشد الغنوشي منذ سنة فرشت له السجادة الحمراء في دافوس. هذا الرجل الذي حطم هذا الوطن تونس، هذا الرجل الذي تآمر على الوطن في تونس، هذا الرجل الذي قام باختراق الدولة، باختراق جهاز الإدارة، باختراق جهاز القضاء، هذا الرجل الذي غطى وحمى اغتيال المناضلين مثل شكري بالعيد ومحمد البراهمي. تفرش له السجادة في منطقة دافوس، ويستقبل كذلك في البرلمان الفرنسي. نعتقد بأنه الغرب الذي يتهم أحيانا المسلمين والعرب بالإرهاب عليه أن يراجع حساباته في التعامل مع هؤلاء باسم ما يسمى بالديمقراطية، هؤلاء الذين لا يعترفون لا بديمقراطية ولا بهم يحزنون. اليوم ما يقع في تونس هو فرصة، رغم الأسئلة التي تطرح، رغم التلكؤ في فرض البدائل وفي المعالجات، لكن 10 سنوات من ممارسة الحكم الإخواني في تونس بيّنت وأظهرت أن هؤلاء لا وطنية لهم ولا مرجعية لهم. وأكثر ما بيّنت هؤلاء المتملقون المخاذلون المتعاونون الذين ذهبوا جحافل يستنجدون باعا وسلطة من حركة النهضة. نستذكر الكثير والكثير منهم ونلوم منهم من هو عائش ومن هو رحل عنا، ولكن التاريخ لا يرحم. إذن avant de céder la parole à mon professeur Hatem Ben Salem, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre ami Boumediene Bouyahia, directeur de Swiss Islamic Academy. C'est à vous, si Hatem. حبيت نقول حاجة. التطرق للإسلام السياسي في العالم ونحن نعيش على وقع الكارثة الأفغانية ووقع رجوع أفغانستان إلى 20 سنة إلى الوراء. أكبر رسالة توجه إنه هذا النظام الذي اسمه قطر، هذه الدولة المستحدثة التي تدعى قطر، هي أكبر خطر على الإنسانية. هذه التي حطمت تونس، حطمت ليبيا، زرعت الكراهية في أفغانستان. هذه المنظومة، هذا النظام الهجين اللقيط هو صانع الإرهاب الحقيقي. وربما الغرب، l'hypocrisie de l'Occident aujourd'hui d'oublier le rôle du Qatar dans l'investissement et le renforcement du terrorisme, puisque le Qatar, il vient d'acheter Messi. Merci infiniment. C'est à vous, M. Hatem Ben Salem. Merci beaucoup, Abdjlil. Merci à vous tous. Merci, Président Farhad. Et je pense que c'est Havemi qui va modérer. Oui. Donc, si elle m'autorise à juste dire quelques mots pour exprimer toute ma gratitude pour cette invitation et surtout pour vous dire combien je suis heureux et honoré de pouvoir assister aujourd'hui à la conférence du professeur Habib Razdali,
une des figures académiques les plus en vue en Tunisie ces dernières années, un professeur qui est connu, un collègue qui est connu pour son honnêteté intellectuelle, sa probité et surtout ses positions de principe contre l'extrémisme et contre la politisation de l'université tunisienne. J'ai passé quelques mois en tant que ministre intérimaire de l'enseignement supérieur en Tunisie et je sais pertinemment de quel statut, quelle place de choix occupe le professeur Habib Kazdali. Et donc, je réitère encore une fois toute ma joie d'être aujourd'hui ici pour l'écouter, parce que c'est lui le conférencier, c'est lui qui va exposer son point de vue. Juste à propos de l'islam politique, moi, vous connaissez mes positions, je n'ai jamais changé de position depuis des années et des années. Je considère que politiser une religion, c'est en fait la mettre à un niveau idéologique, donc permettre au sacré d'être critiqué, ce qui n'est pas acceptable normalement pour une religion. Voilà le résultat de l'islamisme politique, une religion qui est en train de subir les conséquences catastrophiques d'une situation internationale qui est totalement à son détriment aujourd'hui. Regardez, juste prenez une carte du monde arabo-islamique et du monde d'une façon générale, et vous verrez que tous les foyers de tension, tous les assassinats, toutes les guerres civiles, tout le sous-développement, tout ce qui est négatif se trouve dans cette sphère arabo-islamique. Et pourtant, c'est la sphère de la religion de la lumière, c'est la sphère de la religion de la fraternité, c'est la sphère de la religion de la modération, de la tolérance. Et je crois que là, c'est un exemple, c'est un cri que tout le monde a poussé pendant des années, et que le président Kais Saïed a aujourd'hui concrétisé par une prise de position, je dirais un acte de rectification du process d'évolution de cette démocratie tunisienne. Personne ne peut nier que la Tunisie, ces 10 dernières années, a été une véritable démocratie, mais une démocratie dévoyée par une véritable razzia de partis islamistes qui en ont fait, au lieu d'une démocratie, plutôt une voyoucratie. Regardez ce qui s'est passé au sein du Parlement tunisien, un Parlement où le pugilat est devenu la langue de conversation des députés, où les invectives, où la déliquescence de l'État a été le véritable objectif d'un parlementarisme qui a eu des conséquences catastrophique sur le développement national tunisien. Voilà, très très vite, moi je suis là encore une fois pour écouter le professeur Kazdali et je vous remercie pour cette possibilité que vous m'avez donnée de dire quelques impressions que j'ai sur ce phénomène. Merci beaucoup. Je vous donne les attributions de gérer la séance, Hademi. C'est à vous. D'accord. Bonjour tout le monde, bonjour tous les intervenants. Je suis heureuse de participer à cette rencontre entre les deux rives concernant et écouter avec beaucoup d'intérêt, avec grand plaisir, le professeur Habib Kazdorli. Je voudrais ajouter, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Habib Kazdorli, indépendamment de ses publications, de sa valeur scientifique, comme spécialiste de la Tunisie, du Maghreb, de l'histoire aussi des minorités religieuses en Tunisie, que M. Habib Kazdorli, depuis 2012, il est devenu le symbole de la lutte contre l'islam politique. Aucun Tunisien et surtout aucune Tunisienne ne pourra oublier le jour où le drapeau de la nébuleuse islamiste a été hissé à la faculté des lettres et des arts et des humanités, et pour mettre le drapeau de la Tunisie indépendante, de la Tunisie qu'on a tous connue et aimée, qu'on aimerait toujours.
Et je dirais aussi qu'il a eu un procès qu'il a été intenté par un procès contre ces salafistes et ces niqabés qu'il ne voulait pas laisser. Et il a eu le courage de les exclure au moment où toute la Tunisie était sous l'égide des islamistes. C'était au moment fort. Donc, en fait, Habib Gosdorli est devenu comme une icône, comme luttant contre. J'ai tenu à dire ces quelques mots à propos de Habib Gosdorli. Donc, il a été le victime, il a lutté, il est dans la société civile et il est bien placé pour nous parler des risques de l'islam politique aujourd'hui. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, Habib Gosdorli, le professeur Gosdorli, ne va pas nous parler de l'islam politique seulement, mais l'islam politique aujourd'hui en Tunisie connaît un grand tournant. On est un grand tournant. On était le premier pays à être, je dirais, expérimenté par le printemps arabe, mais on pourra aussi, et on l'espère tous, être le dernier à enterrer cette printemps arabe. Donc aujourd'hui, on parle de risque, on parle de ce tournant qui a été fait, de ce geste fort. Et je dirais bien que c'est un geste, c'est un acte supra-juridique, supra-constitutionnel, mais il ne relève même pas de l'essence du droit. Moi, je dirais que c'est plutôt de la vérité de l'existence d'un peuple. Ce n'est pas un coup de force uniquement politique qui a été fait le 25 juillet. C'est un coup de force cognitif, c'est un coup de force conceptuel parce qu'à mon avis, il opère une révolution copernicienne du droit. C'est-à-dire que jusque-là, la société tunisienne, ça fait 10 ans qu'on a une société qui est régie par une certaine légalité. Aujourd'hui, le président, il a voulu changer une réalité qu'a vécue la Tunisie pendant 10 ans. C'est une anomalie, en fait, où la légitimité d'un pouvoir tient davantage à un droit qu'à une sanction du peuple. Tout le peuple était contre l'islam politique, mais ces dirigeants d'islam politique étaient par des élections. Ils étaient là par des élections. Donc, le pouvoir fut légaliste et non légitime. Le coup de force de Kais Saïed, à mon avis, fut de rétablir sa légitimité en transgressant cette légalité. C'est la société tunisienne qui a réinventé le droit le 25 juillet. Elle n'est plus asservie à l'essence du droit, à son existence, non le droit qui doit asservir l'existence de la société à son essence. Mais c'est parce que cet acte de Kais Saïed, peut-être il le dépasse. Peut-être il le dépasse, je le dis bien, qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de son acte et assurer cette révolution de 25 juillet. Kais Saïed, il a le mérite de renouer avec l'être d'un peuple le 25 juillet, en incarnant la volonté de ce peuple tunisien qui était contre cet islam politique, toutes classes confondues. Mais il n'en veut plus de cet islam politique, il n'en veut plus de ces retombées de cet islam tragique sur la vie de tous les Tunisiens sans exception. Mais en tant qu'étant, Kais Saïed reste légaliste et il ne parle jusqu'ici que de constitution, rien sur l'économie. L'économie n'attend pas. Nous voulons dire, nous les Tunisiens, oh, Monsieur le Président, l'économie n'attend pas, Monsieur le Président. Et on a peur que ce président reste prisonnier de ce droit. Et peut-être, je dis ça parce qu'aujourd'hui, hier par exemple, je vois que le président ne mesure pas l'impact des mesures coercitives, aussi minimes soient-elles, sur le moral des producteurs, des entrepreneurs et des milieux d'affaires dans le monde. Et Kais Saïed doit passer l'option désirée populairement de l'État fort politiquement avec une certaine libéralisation de l'économie. Et de là viennent les risques. Aujourd'hui, c'est bien
Le 25 juillet, tout le monde a applaudi. C'est un tournant vers l'islam politique, mais nous avons peur, nous les Tunisiens, parce qu'il y a un risque d'activisme de la part de la nébuleuse islamiste. Nous savons tous que cette nébuleuse islamiste, elle est partout dans le monde. Elle a de l'argent. On a tous vu ce qu'a dit George Soros le 25 juillet. Et donc, ça pourrait changer le ton des chancelleries occidentales. Ça pourrait… Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de feuille de route. Et je pense, je ne sais pas si M. Hatem Ben Salem est d'accord avec moi sur ce plan en tant que diplomate. Je vois que, par exemple, il faut qu'il y ait un programme convaincant de réforme économique et sociale en Tunisie et surtout une stratégie de communication internationale diplomatique et médiatique pour différents motifs investis. Par exemple, on sait très bien que dans la promotion de l'islam politique, comme facteur de démocratisation et de stabilisation des pays arabes, spécialement en Tunisie, qui a été considéré le berceau, comme j'ai dit, du printemps arabe, on craint la mobilisation pour affubler aujourd'hui, pour présenter aujourd'hui les dirigeants de Nahda du statut de la liberté, de victimes de la liberté, de victimes de démocratie, victimes de régression vers la dictature. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment être là en tant que société civile. On doit vraiment ne pas dire que l'islam politique est fini. Ces gens-là ne finissent pas parce que on voit Taliban qui revient après 20 ans. Et donc, bon, je ne veux pas… juste, j'ai des points que j'ai donnés, mais je vais céder la parole à M. Kosdorli en espérant qu'il nous réponde à toutes ces questions et surtout à toutes ces peurs. Je vous cède la parole, M. Kosdorli, et avec au plaisir de vous entendre. Oui, M. Hatem Ben Salem, pour quelqu'un, il insiste que M. Hatem Ben Salem participe dans la discussion. Merci. C'est à vous, professeur Kosdorli. Merci, Hatem. Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre, chers amis. Je vois que c'est de plusieurs pays. Je ne sais pas si je dois parler en arabe ou en français, ou bien les deux à la fois, parce que en Tunisie, on parle les deux langues, même dans la rue, on parle. Donc, je ne sais pas le nombre de pourcentage de mots utilisés en français et en arabe, mais en tout cas, c'est une richesse de jouer, enfin, d'utiliser toutes les langues. L'essentiel, c'est de pouvoir nous comprendre. Et c'est un sujet sur lequel il est difficile aujourd'hui parce que l'actualité, ça ne fait qu'un mois, même pas moins d'un mois, que la Tunisie vit encore à la fois sous des ondes positives, mais aussi qui peuvent, je partage que ces ondes-là peuvent, s'il n'y a pas une politique ou bien une vision claire pour s'opposer, parce qu'il s'agit d'une nébuleuse qui est présente dans plusieurs pays, et vous venez de rappeler les images terribles que nous avons vécues à Kaboul ces derniers jours, donc pour dire que, et aussi en Tunisie, parce que je dois rappeler que le 30 janvier 2011, c'est à peine 3 semaines après la Révolution, donc l'accueil triomphal qui a été fait pour Rachid Ghannouchi à l'aéroport de Tunis, avec donc la similitude qui lui a été faite avec le prophète Mohammed, donc lorsqu'il fut accueilli donc avec Aqbal al-Badru alayna, donc c'est Aqbal al-Badru alayna, donc c'est toutes des images, mais en même temps pour dire aussi que 10 ans après, que le même porteur de cette fausse idée de la démocratie, lorsqu'il avait appelé ce qu'il croyait des personnes qui pouvaient le suivre au simple mot, lorsqu'il les a appelés pour venir le 26 janvier, lundi matin, 26 juillet, il était devant le Parlement et avait lancé aux Tunisiens de venir le soutenir pour occuper le Parlement. Évidemment, au bout de quelques heures, il avait dirigé les opérations
il avait transformé sa voiture en quartier général, mais il n'a pas été suivi. Donc, pour dire que c'est aussi, c'est tunisien. Nous sommes dans des moments où on se pose la question, le 30 janvier 2011, est-ce que cette Tunisie porteuse des idées, des lumières depuis le 19e siècle, avec tout le mouvement réformiste dont elle fut le terrain, donc grâce à des penseurs, grâce à c'est-à-dire des personnes comme Ibn Abi Dhiyaf, comme Khaireddin, avec le relais, avec le mouvement national tunisien, qui, dans les maîtres mots, c'est le destour, c'est la constitution, un mouvement national qui n'a pas cherché seulement à remplacer le colonisateur, mais à changer la société. Donc, nous sommes en 56, le tournant de l'indépendance ne fut pas un moment seulement pour changer disons, le responsable français, le résident général, par un Tunisien. Donc, ce n'est pas une passation de pouvoir, mais c'est une passation d'idées et de réformes. Et je suis devant l'ancien ministre de l'Éducation pour dire que tout ce qui a été fait pour changer la société par l'éducation, pas par l'enseignement, mais par l'éducation, parce que le mot éducation, enseignement ne suffit pas, parce que nous sommes tous les enfants de cette école qui nous a permis à la fois de connaître, comme tous les enfants du monde, mais aussi d'être à la fois de connaître le monde. Et il y a une double voie à celle de l'ascension sociale, mais aussi de celle de la connaissance du monde grâce à l'école. L'école, c'était une maison de culture. J'en fais partie. Je vous parle de Hammamet, qui aujourd'hui station balnéaire mondiale, mais lorsque j'ai eu mon diplôme de certificat d'études en 1966, il n'y avait aucun collège ni lycée, et il y avait l'effort de l'État, donc pour mettre les jeunes de toutes classes confondues dans des internats, donc, et pour que il y a toute cette évolution. Et donc, on se pose des questions, nous-mêmes, en tant que Tunisiens, des fois, pour connaître un phénomène, il faut se dire que j'analyse quelque chose que je ne... C'est-à-dire, il faut que je prenne de la distance, de la distanciation par rapport à ce phénomène et dire, mais comment cette Tunisie, qui avait pourtant réussi toutes ces avancées, c'est un chiffre terrible, c'est celui par rapport au nombre de sa population, comment il y a eu tant de jeunes Tunisiens qui auraient pu être mes propres enfants, ou bien de mes voisins, ou bien qui sont allés en Syrie, ou bien en Irak. Comment? Parce que ce qui est le plus important pour un chercheur, pour un intellectuel, c'est de comprendre le phénomène, tout d'abord, et ensuite comment se doter des moyens pour lutter contre ce phénomène. Et donc, je pense que nous sommes dans un laboratoire, je dirais, à ciel ouvert. La Tunisie est en train de livrer encore des secrets, de livrer encore de ses profondeurs, donc ce qui est passé le 25 juillet. Donc, on peut avoir des attitudes un peu critiques par rapport au président, jadis collègue de l'université, Kais Saïd, parce que dans son parcours, il n'y a pas, on peut ne pas partager plusieurs choses, mais en même temps, il était là, il était là le 25 juillet pour faire un acte salutaire, mais qui est tunisien. D'autres aussi, avant lui, ont essayé de comprendre ce phénomène qui exprime, c'est une tentative, parce que cet islam politique, donc c'est évidemment la première des choses à régler, et d'une manière définitive, devant notamment nos amis qui sont d'autres pays, qu'il ne s'agit pas
c'est-à-dire de s'attaquer à la religion, parce que comme tous les pays du monde, dans tel ou tel pays, il y a une majorité de musulmans, dans d'autres, c'est plus de chrétiens, et même chez les chrétiens, il y a des fois, c'est des protestants, des fois, c'est des catholiques. Donc, comme tous les pays, le phénomène religieux, ce n'est pas lui-même à contester. Donc, on peut ne pas partager. Donc, on peut avoir tout d'abord l'esprit de respecter toutes les religions. Donc, et là, on ne se place pas au niveau des convictions des gens. Donc, mais le problème, c'est comment instrumentaliser la religion pour des fins politiques. C'est ça ce que le phénomène auquel nous avons assisté, nous assistons depuis maintenant. Maintenant, en étudiant l'islam politique, ça remonte aux années 70, au début des années 70. Et notamment, son apparition, il apparaît en temps de crise. Et la première apparition de l'islam, ça remonte 1969, 1970, ce n'est pas un hasard. Tout simplement, la Tunisie faisait à l'époque donc le fruit d'une crise politique suite à l'échec d'une politique suivie en Tunisie, la politique de collectivisation dirigée par l'ancien feu Ahmed Ben Salah. C'est une tentative de moderniser l'État, de moderniser la société, pour dire que la Tunisie a connu plusieurs expériences. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui ni d'apprécier, tout ça c'est l'histoire de notre pays, mais il se trouve dans cette période-là que l'islam politique va monter en surface pour apporter une autre vision, une autre idée, et c'est-à-dire d'essayer de donner ce que aujourd'hui, le mot d'ordre, donc l'islam ou al-hal, donc c'est ce fameux mot qui est tout ce qu'il y a de plus populiste pour dire que c'est voilà la solution, tous vos problèmes, tout ce dont vous pouvez souffrir, c'est voilà, je vous apporte la solution magique grâce à la religion. Alors que la religion, elle est comme toute conviction sociale, donc qu'elle soit islam, judaïsme, christianisme, ce sont des façons de voir le monde, ou bien de régir des relations entre les hommes et, disons, une certaine spiritualité. Mais là, on intervient au nom de religion pour essayer de réunir le maximum de personnes donc, autour d'un modèle, ou bien d'utiliser la religion à des objectifs politiques. Parce que, comme nous sommes Nahda aujourd'hui, ou bien la tendance islamique, donc elle intervient dans tous ces tournants. 1970, 1980, la Tunisie aussi était en proie à une situation difficile parce qu'il y a eu le tournant suite à l'attaque de la Tunisie par des mouvements d'obédience nationaliste à Gafsa. Donc c'est à ce moment-là, au moment où la Tunisie s'interrogeait, les islamistes et aussi la révolution iranienne aidant, donc elle était l'islam politique passe à une autre vitesse, alors que durant toute la décennie 1970-1980, il jouait, disons, donc il voulait se montrer comme n'étant pas un mouvement politique. Alors, durant toute cette période-là, que j'avais suivi en tant qu'étudiant, mais ensuite en tant que professeur de l'enseignement secondaire, ils étaient là, en apparence, c'est-à-dire avec une attitude neutre par rapport au pouvoir, mais en même temps en attaquant les opposants. Donc, vous voyez les rôles qu'ils peuvent jouer à cette époque-là. Ils se présentaient comme étant des anticommunistes, des antisocialistes, et ils voulaient gagner, alors que le pouvoir était en proie à difficultés avec la gauche à l'université et dans les lycées, lui, et se présenter comme étant l'allié du pouvoir. Et évidemment, la grandeur des dirigeants tunisiens n'empêche pas de voir chez eux des
période sombre parce que pendant les années 78-79, il se trouve que le journal des islamistes, le Ma'rifa, était édité par la SAGEP, qui était l'imprimerie officielle, enfin, l'imprimerie du parti au pouvoir. C'est le pouvoir qui a tenté de les utiliser. Donc, pour dire que c'est des gens qui n'ont pas de foi, donc ils peuvent utiliser même celui qui est contre, ils se disent contre lui, donc ils peuvent l'utiliser donc pour asseoir leur pouvoir. Donc, nous sommes évidemment en Tunisie, on peut diviser cette relation entre le pouvoir et ce mouvement politique qui n'a rien de religieux, c'est un mouvement politique, totalement et entièrement politique, mais qui instrumentalise une foi et une idée partagée par l'ensemble, mais il l'utilise à ses fins. Donc, des tentatives pour exprimer une partie de la société, donc bien du conservatisme qui peut se trouver dans la société, ils l'ont fait, ils l'ont réussi, et surtout, ils ont réussi à toutes les, c'est-à-dire, j'ai dit les moments de tournant, c'est normal, dans toutes les sociétés, il y a des périodes de changement de situation, et là, ils interviennent à leur manière, donc pour dévoyer les objectifs. Et la dernière expérience, c'était au moment de la Révolution, parce que si Hatem était là, même s'il était dans une position autre que la mienne, mais on a bien vu qu'il n'avait rien à voir avec le mouvement social légitime qui s'est fait au mois de décembre, de janvier 2014. Les islamistes n'étaient pas là, n'étaient pas en Tunisie, mais ils ont su utiliser un autre tournant. J'ai cité le tournant des années 70, des années 80, de 1990 au moment de la guerre d'Irak, etc. Donc, dans tous les tournants, ils essaient de se montrer comme étant une alternative. Mais toujours, avec une constance, c'est de vouloir utiliser, instrumentaliser la religion. Évidemment, la solution, la nouvelle donne, c'est depuis 2011 que la Tunisie s'est ouverte et donc, il y a eu une démocratie, évidemment, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas, et je pense que il y a une certaine explication, à mon sens, simpliste de dire que c'est la faute à la démocratie, ou bien que les Tunisiens ne méritent pas de la démocratie, puisque de toute façon, lorsqu'il y a démocratie, ce sont les forces obscurantistes qui en profitent. Je pense que c'est un peu, à mon sens, en tout cas, je serais heureux d'écouter vos questions, vos interrogations. Donc, je ne peux pas accuser la démocratie. Donc, mais évidemment, la démocratie suppose que les forces démocrates, les forces progressistes, les forces réformistes que nous sommes, que nous partageons les lumières, donc nous y organisons nous-mêmes aussi, parce que l'islam politique, en tant que parti, il a aussi trouvé la voie libre à cause des divisions, de l'émiettement des forces progressistes. Parce que la principale leçon de 2019, parce qu'il y a eu une période, disons, où on a essayé, donc en 2014, il y a eu une première tentative de remontée du courant réformateur, du courant de la Tunisie des Lumières, donc, à travers un grand rassemblement appelé Nida Tunis, mais ce n'est pas un parti, c'était tous les Tunisiens qui ne voulaient pas de l'islam politique, qui avaient peur, qui étaient inquiets, qui se sont rassemblés. Et lorsqu'ils se sont rassemblés, Nahda, l'islam politique, a eu en 2011 90 sièges.
le mouvement Nida Tous a eu 86 sièges, presque autant. Mais le problème, c'est que il fallait que les forces démocrates, les forces, disons, évoluées, donc qui sont, qui partagent les mêmes valeurs, soient unies. Et là, d'où l'idée, bon, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, c'est-à-dire le fameux tawafuq, le fameux coexistence qui a été prôné en 2014. Personnellement, je ne la repousse pas, je ne critique pas le feu Beji Caïd Sebsi d'avoir coexisté, parce que, hélas, le parti islamiste a eu 68 sièges. C'est vrai que les forces du progrès ont eu 86, mais les forces obscurantistes ont eu également 68 sièges. Donc, et les autres, le troisième parti s'est trouvé avec 15 sièges. Et de surcroît, 15 sièges, mais ils appartiennent, je suis de gauche, mais je ne partage pas le radicalisme de gauche, parce que normalement, la gauche doit voir dans ces périodes-là de tournant, voir l'objectif principal, et ne pas se limiter à dire que je veux mon programme, je veux appliquer mon programme, etc. Il y a des moments où il y a des programmes d'urgence nationale, des programmes qui doivent unir les gens au-delà de leurs divergences du quotidien ou bien des divergences idéologiques. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle réalité. D'habitude, normalement, c'est la gauche ou, disons, ou l'islam politique, donc cette opposition-là. Nous avons un autre type d'affrontement qui s'est fait au nom du droit, comme venait de l'expliquer Mme Hadem Mahjoub, puisque le président détenait une certaine légitimité du fait qu'il a été élu pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie avec plus de 70%. Donc, il a prôné cette solution qui est, je dirais, voilà, ce n'est pas l'objet, donc pour nous ne sommes pas une assemblée de juristes pour l'analyser, mais en tout cas, nous sommes dans une situation politique inédite où on a tenté une solution qui a été proposée aux Tunisiens, au moins le premier objectif qu'elle a mis, elle a ouvert des perspectives, de nouvelles perspectives, une chance pour la Tunisie, puisque ce mal, l'islam politique, qui était là présent, évidemment, tantôt seul, tantôt en coexistant, en acceptant, en faisant des fois des pas en avant, et ensuite des pas en arrière, donc pour jongler avec la situation, mais la réalité, parce que il y a quelques années, j'ai publié un article, l'islam politique a-t-il de l'avenir en Tunisie? J'avais répondu que il peut avoir de l'avenir ou bien il n'aura pas de l'avenir, c'est en fonction de ce que les autres forces puissent en faire, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre donc devant, dire que voilà ce qu'il fait, voilà, il fait tel mal, etc. Mais la vie politique, elle obéit au rapport de force. Donc, quel est de l'autre côté, quel est le rapport de force? Aujourd'hui, le parti, le président n'a pas de parti, mais on peut avoir des situations pareilles. Donc, De Gaulle en France, en gros, il n'avait pas de parti. Il va y en avoir par la suite des gens qui se réclament de Gaulle en 58, mais il y a une nouvelle situation. Il est important, donc ce n'est pas de dire ce que doit faire seulement le président, mais il faut s'interpeller, il faut s'interroger nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit, ou bien quel pourrait être notre rapport à ce que cette nouvelle chance qui s'ouvre à la Tunisie soit entièrement utilisée pour la Tunisie. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de dire, enfin, je partage évidemment toutes les critiques qu'on peut faire aux islamistes, mais je m'interroge toujours, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple,
vous avez parlé d'une situation que j'ai vécue personnellement, pas personnellement, mais qu'a vécu la Tunisie. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi contre interdisant le niqab ou le burqa. Il n'y a pas de loi en Tunisie. Et pourtant, ma faculté, depuis des années, à part l'intermède 2011-2013, avec toutes les batailles qui ont été menées par les étudiants, par les professeurs, donc il n'y a plus de niqab à la faculté. Il n'y a pas de loi. Nous avons pu imposer certaines règles, donc chacun dans son secteur doit militer, parce que nous avons dit qu'on ne peut pas, c'est-à-dire la base de l'enseignement, c'est la communication. Et tout le monde sait, parce qu'on avait parlé de théâtre tout à l'heure, au niveau du théâtre, donc tout se joue dans la communication. Et des fois, il y a des pièces où on ne connaît même pas la langue, mais avec l'expression du visage, on peut connaître le sens de cinéma pendant des décennies, et il n'y avait pas de parole. Et pourtant, Charlie Chaplin pouvait faire passer plusieurs messages par le visage, par les expressions du visage. Et l'éducation, la communication se fait par les expressions. Et nous avons établi dans chaque secteur, dans chaque de la société, il faut que la société elle-même, je parle du corps enseignant, je parle des médecins, donc à qui on refuse de se présenter, soi-disant, un médecin homme ne peut pas soigner une femme, etc. Donc, alors que la médecine, c'est de la médecine, c'est le corps humain. C'est pas un médecin ne se présente pour lui lorsqu'il il est devant un malade ou un patient, donc peu importe son sexe. Donc, et là, ce sont des idées qui doivent être aujourd'hui devant donc, la situation. Il ne faut pas, à mon sens, si on veut donner toutes les chances de réussite au tournant du 25 juillet, c'est-à-dire en lui offrant toutes les possibilités, en donnant une mobilisation de la société. La Tunisie jouit d'une forte présence de la société civile. La Tunisie, donc, qui doit être toujours doit être toujours là, donc peu importe le président, peu importe le pouvoir, donc elle doit être là. Les partis politiques aussi, donc leur fonction, il n'y a pas de démocratie sans parti politique, même si parfois un chef historique peut jouer un rôle important qu'on ne peut que le saluer, mais on ne peut pas se croiser les bras en disant que c'est le président qui va tout faire. Non, le président ne peut pas tout faire. Donc, avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, parce que dans tous les régimes, il y a eu toujours des bénis oui, donc qui vont dire je suis avec vous, je suis, etc., et même plus que vous, mais qui peuvent le trahir ou bien peuvent c'est-à-dire profiter de cette situation pour que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Donc nous sommes dans une phase cruciale, importante, qu'il appartient évidemment chacun dans son rôle. Le président est tenu de faire une feuille de route, même si il s'en est moqué donc, de ce mot de feuille de route, ou bien il a fait la similitude avec la géographie, la carte, etc. Mais toute opération devant une nébuleuse, parce que de toute façon, hier même, on avait dit qu'il y avait une tentative de se débarrasser du président, donc pour dire que cette nébuleuse, elle est dangereuse. Dans tous les pays, elle a joué aux assassinats. En Tunisie, elle peut l'utiliser directement, ou bien ce que les Tunisiens disent aujourd'hui, les parachocs. Les parachocs, c'est-à-dire cette partie de la voiture pour éviter. Donc, il y a des choses que l'islam politique n'ose plus faire lui-même, les assassinats, mais il peut déléguer des gens, comme nous l'avons vu avec Ansar Sharia dans les universités, ou bien avec l'assassinat de Choukri Plaïd, mais on les a vus aussi des parachocs, même à l'intérieur de l'Assemblée, parce que Tilef el-Karama, qui sont des députés, ils ne sont pas des députés, mais on les a vus comment ils agissaient. Donc, il faut que c'est-à-dire il y a réellement un danger réel, évidemment, ce n'est pas pour minimiser ce qui s'est passé le 25 juillet, mais nous sommes à 3 semaines depuis ce qui s'est passé, peut-être mais on doit se mobiliser, mais d'une manière, comme dans toute société doit
se préparer à ce qu'ils peuvent. On les a vus, ils peuvent utiliser tous les moyens. On les a vus, tout le lobbying qu'ils ont réussi à faire auprès des puissances occidentales, amies de la Tunisie. Donc, elles étaient mises en doute, ces puissances, par rapport à ce qui se passait en Tunisie. Donc, tous ces facteurs-là, nous sommes dans une nouvelle phase. Évidemment, il ne s'agit pas, l'islam politique peut être le même, avec les mêmes ingrédients, mais il peut évoluer ou bien il peut trouver d'autres échappatoires comme il est en train de le faire, allant jusqu'à demander un éminent dirigeant de Nahda, même s'il vient de démissionner en plein crise sanitaire, il appelle les États-Unis à ne pas livrer de vaccins pour la Tunisie. Donc, vous voyez à quel point on peut aller. Donc, c'est révélateur de type de personnes, de mouvements politiques. Donc, parce qu'au-delà on peut ne pas partager les idées de tel ou de tel, mais il y a la primauté de l'État, la primauté du sens de l'État, ils n'en ont pas. C'est des gens qui n'en ont pas. Donc, a fortiori, les autres forces patriotiques, les autres forces nationales attachées à la Tunisie se doivent de se concerter et qu'il y ait la convergence doit je pense, un des garants donc pour lutter contre de l'islam politique, parce qu'il va y avoir une nouvelle version de l'islam politique. Nous avons vu à chaque fois, ils essaient de s'arranger, c'est pas s'arranger ou bien vous savez qu'ils sont allés jusqu'à dire que la fameuse phrase Allah Rabbi Fouq ou Ben Ali l'autre. Donc, ils sont capables de tous les mots pour passer, donc pour trouver des entreloupettes pour sortir des situations difficiles. Et en janvier 2014, il n'y avait à l'époque aucun prisonnier politique ou bien aucun prisonnier de Nahda. Donc, c'est pour dire qu'ils ont essayé de tout faire, de tout s'arranger pour sauver ce qui les intéresse, c'est leur mouvement, de trouver. Et aujourd'hui, si les Tunisiens, ce n'est pas un hasard, parce que ce que nous avons vu le 25 juillet, les manifestations du matin, parce qu'il y a deux manifestations, donc la manifestation de colère, ce n'est pas un hasard. Le seul parti qui a été attaqué dans toutes les... Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait un service de renseignement qui diligentait les manifestants, mais la colère, donc on a vu que c'est concentré contre ce parti, on s'est attaqué à ces locaux, et donc tout cela, donc il faut savoir, étudier ce qui est en train de se passer donc en live devant nous, pour réfléchir à ce que cette chance, je pense sincèrement que c'est une chance qui s'offre aux Tunisiens qui ne doivent pas, évidemment ça arrive à tous les peuples, pas seulement à la Tunisie, de rater, mais le plus important c'est d'utiliser, de comprendre que ce qui s'est passé le 25 juillet est important, mais il peut être encore important parce qu'il n'y a pas de victoire qui se situe le jour même. Ce n'est pas une victoire d'un match. Le plus important, c'est de continuer d'être vainqueur dans tout le championnat et de renouer avec tout le mouvement historique de réformisme tunisien. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé le 25 juillet dans la continuité comme étant un maillon d'une chaîne dans une chaîne ou dans un processus d'histoire, donc depuis le 19e siècle, ce n'est pas un fleuve tranquille, donc la modernité n'est pas un fleuve, donc parce qu'on a décidé d'être moderniste ou moderne, que tout va couler comme un fleuve tranquille, mais il faut se préparer à ce que toute phase ou bien toute conquête soit mise à contribution pour en avoir d'autres. Donc c'est plus important et cette chance, à mon sens, ne peut devenir une réalité que lorsqu'il y a une convergence politique. Et ce n'est pas seulement
en disant que voilà, le peuple connaît tout, le peuple, hélas, s'il n'est pas organisé, s'il n'est pas éclairé, etc. Donc, j'imagine évidemment, et savoir surtout étudier, parce que en 2011, il y a bien eu 1,4 million de Tunisiens qui avaient voté pour Nahda. Oui. C'est une réalité. Aussi, c'est un coup que nous avons, c'était ressenti. Comment la Tunisie, même nos amis à l'extérieur, se sont dit comment la Tunisie, donc le pays où la femme a été libérée, la femme a une émancipation, l'État a joué un rôle important au niveau de la santé, au niveau de la scolarité. Comment ce pays-là, donc partout dans le monde, il y a des personnes, enfin des éminents tunisiens qui ont réussi, comment ce pays-là connaisse cette régression. Donc, évidemment, donc rien n'est acquis. Donc, on doit se dire que rien n'est acquis, mais la seule certitude qu'on doit se dire, que c'est à tout moment, il faut savoir lire tous les aspects du passé, du présent, profiter des avancées acquises pour savoir les utiliser dans un mouvement. Évidemment, nous pouvons rencontrer des difficultés, mais il faut savoir que tirer les meilleures leçons de cette expérience. Oui. Aujourd'hui, pour finir, je suis optimiste, mais évidemment, comme vous tous, inquiet, parce que c'est-à-dire s'il n'y a pas de vrai chemin qui est tracé par nous tous, pas uniquement par une personne, avec tout le respect qu'on peut avoir pour une personne. Bourguiba était un grand dirigeant, mais lui-même, il a fini par commettre des moments difficiles donc, pour la Tunisie. Donc, voilà mon mot. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une expérience, une belle expérience que nous devons savoir utiliser. Vous m'excusez, je vais allumer la lumière. Oui, merci beaucoup, Salah Habib, pour votre présentation riche et méthodologique. J'aimerais bien saluer les diplomates qui sont présents avec nous, notre cher ami, l'activiste Ali Rajdi aussi. Et je profite de l'occasion, avant de passer la parole à Hadem, encore une fois, de vous poser ainsi à Si Hatem 2 questions. Salah Habib, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute, je vous entends, mais je suis en train d'allumer le... Oui, être entre les deux choses. Salah Habib, est-ce que vous pensez que les démocrates, entre parenthèses, les démocrates, les laïcs, les gens libéraux n'ont pas aussi une partie de responsabilité? Je me souviens, par exemple, je vous dis une information, j'étais en présence de notre ami Ali Rajdi pour l'histoire, vous êtes un homme d'histoire. J'étais le premier qui a demandé au Conseil des droits de l'homme européen de classer Nahda comme une organisation terroriste. Il y a M. Ali Rajdi qui peut nous renseigner sur ça. Est-ce que vous pensez aussi que vous avez une part de responsabilité? Vous avez une part de responsabilité à travers, par exemple, la commission de Ayad Ben Achour qui a une grande responsabilité. C'est monsieur qui nous parle toujours, nous casse la tête avec ses théories, etc. Est-ce que vous ne pensez pas avoir une part, parce que vous avez défendu le droit des islamistes d'être présentés, malgré que vous sachez d'avance que ces gens ne respectent rien, ni la démocratie, ni l'État. Est-ce que vous n'avez pas le droit d'être, vous n'avez pas la responsabilité lorsque vous étiez partenaire dans une gouvernement de Youssef Chahd qui a été un serviteur de Nahda? Est-ce que vous n'avez pas part aussi lorsque vous avez soutenu Beji Caïd Sebsi qui nous a trahi tout? Est-ce que vous n'avez pas la part lorsque vous avez laissé l'accès libre pour Nahda, pour qu'elle puisse vendre l'État? Aujourd'hui, la Tunisie est vendue pour la Turquie et pour le Qatar. J'aimerais bien poser la question aussi à M. Hatem Ben Salem, que je sais ses positions, je sais ses positions au sein de Nida Tunis, comment il a été contre, d'une façon radicale. Hatem Ben Salem, ce n'est pas parce qu'un ami, il a été contre toute alliance
avec Nahda. Il a payé la facture, mais il a resté un homme d'État, il a défendu l'État, il a défendu le service public. Monsieur Hatem Ben Salem, vous êtes un ancien diplomate, vous êtes un artisan de la diplomatie. Est-ce que vous ne pensez pas, je sais que monsieur l'ambassadeur de la Tunisie, il est présent avec nous, est-ce que vous ne pensez pas, c'est scandaleux que pendant des années, on a laissé Rachid Ghannouchi exercer la diplomatie parallèle au nom de la Tunisie. Ce monsieur qui a envoyé des milliers d'enfants de la Tunisie pour la mascarade en Syrie, ce monsieur qui a envoyé les filles tunisiennes pour faire la prostitution au nom de Jihad al-Nikah, on a laissé ce monsieur minable et ignorant exercer la diplomatie au nom de la Tunisie. Est-ce que c'est scandaleux ou non pour la diplomatie tunisienne qui est aujourd'hui absente aussi pour donner une vision claire sur les mesures prises par Kais Saïd? Il est absente, on laisse aux Nahdawites, aux associations de Nahda présents ici en Suisse et en France. On sait beaucoup que Nahda a un réseau associatif présent par l'islam politique en Suisse et en France, donner une version des faits. Qu'est-ce que vous pensez, Sri Habib Sihat? Je vous rends Hademi la parole. Je laisse mon collègue et ami Hatem Ben Salem peut-être répondre, mais je ne partage pas très franchement beaucoup de ce que, parce qu'il ne s'agit pas, à mon sens, c'est pas par l'émotion que nous allons pouvoir, parce qu'en politique, il y a un rapport de force. C'est un rapport de force qui peut vous obliger à accepter certaines choses. Donc, je pense que il ne s'agit pas aujourd'hui parce qu'il y a une situation qu'on va se retourner contre nous-mêmes. Je n'ai pas caché que nous assumons une responsabilité. Et je suis enseignant, lorsque mes élèves avant ou bien mes étudiants aujourd'hui ne comprennent pas, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma façon de donner mon cours ou bien quelle est ma part de responsabilité? Je ne me dérobe pas, et la même chose en tant que citoyen, je me dis quelle est ma part. Mais dire que, parce que c'était la commission Ben Achour, c'était une commission qui a géré une situation, il n'y avait pas de parlement. Donc, elle a fonctionné en tant que parlement coopté pour que les décisions qui allaient être prises concernant le Marassim qu'on appelle, donc il fallait que ces Marassim aient une certaine force de conviction. Donc ça l'avait servi pour préparer, il avait servi la période qui était avant la constituante. Et à l'époque, le pays n'avait pas de loi, donc bon, évidemment, il fallait que c'est la période d'après. Il se trouve que dans ces élections, ce sont les islamistes qui étaient les premiers, donc c'est eux qui ont façonné à leur manière le pays. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, il s'agit de résister, et nous avons résisté. Donc, le moment où ils avaient pris le pouvoir, ils étaient avec la Troïka. Donc il y a eu des partis à l'étranger, on disait que les islamistes ont réussi à faire une large alliance avec des personnes qu'on ne pouvait pas douter de leur laïcité ou bien de leur modernité. En l'occurrence, Mostafa Ben Jafar, pour Mostafa Marzouki, qui jouissait à l'époque d'une dizaine d'années passées en France comme étant quelqu'un qui était réprimé. Donc c'est facile de dire tout cela aujourd'hui, après coup, mais à l'époque, c'était le contexte tunisien. Je pense que il faut étudier aujourd'hui, c'est de l'histoire, il faut en tirer des conclusions pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir, et non pas de dire, voilà, donc tel a trahi, tel a fait, etc. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de tirer les meilleures leçons pour que les choses ne se répètent pas. C'est le plus important. Ce n'est pas donc, vous avez dit gouvernement d'union nationale. Si Hatem Ben Salem en avait fait partie depuis 2016, et je pense que c'était une bonne chose. Ce n'est pas le problème de gouvernement d'union nationale, mais c'est la faute à comment ça a été mené. L'idée est bonne. Mais sauf que c'est
les partis sont entrés là pas pour l'union nationale ou bien pour l'intérêt de la nation, mais chacun voulait avoir une position. Et évidemment, il y a eu des luttes internes au sein du parti au pouvoir qui était Nida Tunis. Donc tout ça, c'est en même temps, mais ce n'est pas l'idée de la convergence que ça représente Nahda si les autres étaient unis. Le problème, c'est que Nahda, à chaque fois, instrumentalise les divisions des autres. Donc, leur force, ils la tiennent surtout à partir de la division des autres. Donc, je pense que c'est... Mais en tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas là, nous sommes dans une nouvelle phase. Il faut tirer, vous avez raison dans l'alerter, mais il faut que chacun, tout le monde se regarde en face pour dire que nous devons dépasser les divergences sur les détails, mais devons être unis sur sur les idéaux, sur les grandes causes. Donc, c'est le plus important. Mais ce n'est pas de dire, voilà, ils ont fait, nous. Donc, ce n'est pas cette ambiance d'après le divorce. Donc chacun va dire que c'est voilà, c'est l'autre qui a tout fait et moi je suis. Nous devons assumer nos responsabilités, toutes nos responsabilités, mais je dis encore une fois, c'est ce qui s'est passé depuis le 25 juillet. C'est une nouvelle période dans laquelle la Tunisie est entrée. Il y a beaucoup de facteurs qui montrent que la Tunisie est toujours capable de remonter, mais en même temps, il y a des faiblesses. Et j'ai dit les faiblesses. Les faiblesses, c'est qu'on ne doit pas tout donner, aussi bien notre malheur que notre bonheur à une personne, elle peut être la plus sincère soit-elle, mais en même temps, de nous-mêmes nous unir, nous concerter, et c'est à quoi j'appelle personnellement, nous étions dans une rencontre avec le secrétaire général de la centrale syndicale. Cette semaine, le mardi, j'ai eu avec une délégation de mon propre parti, avec Fadel Abdelkefi, tout le monde a crié comment quelqu'un de gauche rencontre un représentant d'un parti libéral. Je m'en fous. L'idée aujourd'hui n'est pas d'être de gauche ou libéral, mais c'est la Tunisie. Donc c'est pour la Tunisie, j'ai un devoir de me concerter, de discuter avec toutes les bonnes volontés tunisiennes. Voilà ce que je présente aujourd'hui. Voilà. Monsieur Hatem Ben Salem, et puis il y a Monsieur Ben Yahya et puis Monsieur Galaxy 51. S'il vous plaît, Monsieur Dahri, est-ce que je peux juste placer un mot avant à Monsieur Hatem Ben Salem? C'est juste pour solliciter encore Monsieur Hatem Ben Salem. Moi, je pense que quand même, il y a aussi des enjeux géopolitiques qui étaient plus grandes que la Tunisie et qui ont vraiment déterminé ces 10 années. Et je suis sûre que M. Hatem Ben Salem pourra nous dire davantage sur cela, s'il est d'accord avec moi. Parfaitement d'accord avec toi, Hadami. Je voudrais d'abord dire que l'erreur originelle était celle d'accepter, dans l'euphorie révolutionnaire d'après 2011, surtout les premiers mois, d'avoir accepté l'idée qui était unanimement réfutée, même avant 2011, de ne jamais, et c'était dans la loi organisant les partis politiques, c'était de ne jamais accepter de partis religieux. Or, à partir de 2011, et le professeur Kazdar, il a très très bien dit, l'arrivée impromptue, entre guillemets, d'Ennahda sans avoir participé aucunement à ce qui s'est passé en Tunisie avant 2011 et en janvier 2011, en 2010 et en janvier 2011, d'avoir donc accepté justement à cause de ces enjeux géopolitiques. N'oubliez pas ce qu'a fait l'administration américaine, Obama, Clinton qui était à Tunis, pour les photos de McCain, le soutien des sénateurs américains à Ennahda, toute cette influence qui a été mise en place en Tunisie justement pour brimer la partie moderniste, les élites tunisiennes, et pour imposer cette nouvelle donne soi-disant géopolitique dans le monde arabe, eh bien, c'est ça la vraie erreur originelle. C'est ça la mauvaise appréciation, encore une fois, de l'administration américaine de la situation
en Tunisie et ailleurs dans le monde arabe. Donc, c'était ça l'erreur. Mais le fait de dire aujourd'hui que tous responsables, oui, on est tous responsables, évidemment, mais devant une situation où l'État était en pleine déliquescence, où il y avait une véritable mainmise, justement, de ce parti politique sur les rouages du pouvoir, il fallait que des gens puissent dire non, puissent se mettre en place et dire non et essayer de faire face de l'intérieur, c'est-à-dire de l'administration que l'on connaissait parfaitement pour éviter cette mainmise totale sur l'État tunisien. Donc moi, si je prends mon modeste exemple, moi je me suis retrouvé dans une situation où, dans un secteur stratégique, et c'est celui de l'éducation, où il fallait véritablement quelqu'un capable de dire non, et je n'ai pas à le dire aujourd'hui, mais je pense que si vous demandez à tous ceux qui ont collaboré, mes collaborateurs et tous ceux qui ont été dans les cercles où j'ai été entre 2017 et 2019, nous avons fait face, nous avons fait front pour préserver le domaine de l'éducation de toute interférence, de toute influence politique. Et c'est d'ailleurs pour cela que personnellement, j'ai démissionné de Nida Tounes pour n'appartenir à aucun parti et pour pouvoir être neutre afin de faire face au ministère de l'Éducation à toutes sortes d'interférences politiciennes. Donc c'est ça, c'était ça l'esprit qui nous animait. Aujourd'hui, ces mêmes enjeux géopolitiques sont là. Oui. Aujourd'hui, ces mêmes puissances qui, il y a quelques années, nous ont obligés à aller dans le sens que vous connaissez et qui a vu ses limites avec, comme je l'ai dit, la voyoucratie qui s'est installée en Tunisie, ces forces-là sont en train de vouloir imposer une situation que l'on ne doit pas accepter. En fait, qu'est-ce qu'a fait Kais Saïd le 25 juillet? Kais Saïd, le 25 juillet, a remis la Tunisie à son peuple, a rendu la Tunisie à son peuple, avec bien sûr toute ihtirazet autour du mot peuple, mais il a rendu la Tunisie à son peuple. Et aujourd'hui, et je suis totalement d'accord avec le professeur Kazdali, aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire voilà, nous sommes là, nous allons suivre ce qui va se passer. Non, nous devons être exigeants aujourd'hui et nous devons dire que les fondements de la démocratie qui ont été mis en place en Tunisie doivent rester, doivent rester. Il faut absolument qu'il y ait une feuille de route. Je suis personnellement dans une petite équipe de l'Union générale des travailleurs tunisiens pour essayer de préparer un peu cette feuille de route. Il faut qu'on accepte que demain, il doit y avoir une visibilité, des étapes à mettre en place, parce que la Tunisie, quelle que soit la bonne foi, quelle que soit la compétence, quelle que soit la vision d'une personne, la Tunisie, si elle doit être remise sur les rails, doit l'être grâce à toutes ses composantes et surtout à ces élites qui ont été brimées, qui ont été mises de côté, qui ont été tout simplement limitées dans un rôle de spectatrices. Ces élites doivent reprendre les choses en main et participer à la fondation d'une nouvelle Tunisie. La nouvelle Tunisie, elle est la responsabilité de nous tous, pas seulement du président Kais Saïd ou des autres, mais de tous les Tunisiens, et de tous les Tunisiens, quel que soit leur positionnement politique. Voilà, moi je pense que aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine clarté, il faut qu'il y ait une certaine transparence, il faut être totalement intransigeant sur les libertés publiques. Personne ne doit accepter quelque violation que ce soit des libertés publiques des citoyens tunisiens, parce que ça, c'est un des plus grands acquis sur lesquels on ne peut pas revenir, et essayer de se mettre à la disposition pour aider ce pays à se reconstruire sur des bases claires, sur des bases acceptées de tous et non pas sur une supercherie comme celle qui a été mise en place par les islamistes. Voilà. Merci, docteur Hatem Ben. Permettez-moi, Hademi, je cède la parole au professeur Ben Yahya, directeur Swiss Islamic Academy. C'est à vous aussi, Ben Yahya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, docteur Dahri. Merci, je salue au passage président, docteur et professeur Farhad Afshar. Alors, le sujet est très important et je salue surtout, professeur, notre invité d'honneur, docteur Habib Kasdarli, et je le remercie pour ses éclairages par rapport à la situation de la Tunisie, la situation aussi du sujet fondamental qui est l'islam politique, d'où l'expression elle-même qui à la fois manifeste, si vous voulez, sur une part de facettes, sorte d'oxymore, calquée bien sûr sur les usages occidentaux malheureusement. Je voudrais enfin très rapidement dire peut-être un petit mot. Mettre l'islam et la politique, c'est déjà problématique. Docteur et professeur Hatem Bensalem l'avait évoqué et signalé dès le début de son intervention, et peut-être même que cette expression même mettrait toujours à mal à la fois les intérêts de l'islam de manière générale, de la paix, de la science et de la connaissance, et à la fois pourrait mettre à mal toutes les bonnes volontés démocratiques, scientifiques, intellectuelles, etc., au service du peuple. Cela dit, cette remarque est secondaire à mes yeux, mais elle est très importante. Cela dit, vous aviez évoqué, professeur Habib Kasdarli, que toute la question était l'instrumentalisation, si vous voulez, de ces groupuscules, parce que, enfin, quelque part, qui s'organisent sous la forme de groupes ou de partis politiques dans plusieurs pays, pas notamment pas seulement la Tunisie, c'est quelque part une sorte comme une maladie, une gangrène qui touche le monde entier. Et peut-être au fond du sujet, c'est le radicalisme et l'extrémisme, la violence, hein, le terrorisme lui-même, qui est pointé du doigt. Comment endiguer aujourd'hui, alors de la manière la plus démocratique, alors que vous aviez rappelé et reconnu, quelque part, vous êtes responsable aussi des échecs, peut-être, parfois, stratégiques au vu des pressions internationales et au vu des mutations internationales, la question sanitaire qu'on n'a pas encore évoquée, vous n'aviez pas encore évoqué en tout cas dans cette intervention, et par rapport aussi à toutes les tentatives extérieures et intérieures d'ingérence. Parce que le terme ingérence existe, qu'on le veuille ou pas, à travers tous les pays, notamment les pays arabo-musulmans. Dr Hatem Bensalem l'avait rappelé à maintes reprises, ce n'est pas la première fois. Et tout cela fait que, en réalité, les décisions ou les motivations ou les promesses au peuple, tenues au peuple, seront souvent bafouées, violées et non tenues. Et in fine, même les véritables démocrates, avec la plus grande sincérité du monde, seraient mis à mal au bout d'un certain temps. Comment, et vous me permettrez une imbrication d'une autre question, d'une seconde question, comment aussi ne pas tomber dans cette idée de censure, de censurer tous ceux, même ceux qui, au nom de l'islam, enfin, au nom d'une invention ou d'un parti religieux ou pseudo-religieux, parce que les fins, vous l'aviez rappelé, sont l'instrumentalisation du religieux pour pouvoir arriver à leur fin, au pouvoir, pour nommer les choses. Comment ne pas tomber aussi dans ce sectarisme idéologique, politique, réel, intellectuel et humain, universitaire, à ne pas condamner toutes les voix qui existent et qui font vivre la nation, quelle qu'elle soit, notamment aujourd'hui, parce qu'on parle de la Tunisie. Merci. Avant de vous citer le mot de fin de Habib, il y a monsieur, vous êtes nommé Galaxy A51. Oui, c'est à vous, monsieur. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui. J'ai les paroles. Oui, très bien. Voilà, je ne partage pas du tout votre analyse. Peut-être que je suis le moins intellectuel de vous, le moins instruit, mais je ne partage pas du tout votre analyse. En fait, je n'ai pas le temps de développer, mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est l'état des lieux, la photographie d'aujourd'hui. Il faut dire, on ne va pas revenir à la lettre, l'islam politique est derrière nous. Il est définitivement enterré. Ça, c'est clair et évident, et c'est le cours de l'histoire, on n'a pas à parler de ça. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce qui est plus grave, c'est que c'est aussi la chute des progressistes et des modernistes.
Ça, on ne le dit pas. Monsieur Ben Salem, il a dit que le 25 juillet, c'est qu'on a rendu le pays au peuple. Non, monsieur. Le 25 juillet, la révolution a retrouvé un leader. Son leader, parce qu'il était son leader avant. Elle a trouvé son leader. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est ça ce que je n'entends pas et ça me fait mal au cœur. Ce n'est pas une bonne nouvelle que notre révolution a trouvé Kais Saïd comme leader. Et j'ai dit avant, ce n'est pas la chute des islamistes, mais c'est aussi la chute des progressistes et des modernistes. Je ne sais pas si on vit dans le même pays. Et j'ai entendu professeur Bezdal, il a dit que je suis optimiste. Optimiste de quoi? Quand le président nous dit qu'il n'y a pas de feuille de route. La feuille de route, c'est moi et le peuple. Dans l'histoire, vous n'avez pas entendu ça avant? Ce n'est pas quelque chose que vous avez entendu dans l'histoire avant? Quand il nous dit qu'il y a un homme d'affaires qui a 80 milliards, il ne sait pas, d'euros ou de dollars à l'étranger. Est-ce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire 80 milliards de dollars ou d'euros? Aucune banque à Luxembourg n'a dans ses comptes 80 milliards de dollars. Le gars, il ne fait pas la différence entre millions et milliards. Quand il nous dit qu'il y a des hommes d'affaires, il y a une liste qui ont 13 milliards et qu'on va investir je ne sais pas où, il ne sait pas que cette liste n'existe pas. Il ne sait pas qu'il s'agit de plus de 80% de l'argent de la famille de Ben Ali qui sont déjà chez l'État. Mais ça, je n'entends pas. Là, non. Il ne faut pas toucher à M. Kais Saïd. Il dit les conneries du monde. Et non, notre président, il nous a sauvés. Effectivement, les islamistes ne sont plus là. Et il ne faut pas avoir peur des islamistes, ils sont partis. Les islamistes, ils ont fait leur temps. Mais le problème, le malheur, que c'est nous, on a chuté avec les islamistes, les progressistes, les modernistes. Donc, ça ne sert à rien de retourner pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait... Maintenant, c'est ça l'état des lieux. Et maintenant, on est devant. Mais ça, je ne sais pas, est-ce que vous êtes conscient ou pas? Maintenant, on est devant un problème grave et c'est aux militants qui aiment ce pays, aux progressistes qui aiment ce pays, qui doivent premièrement se dire qu'on a failli avant, qu'on n'était pas à la hauteur, et deuxièmement, dire la vérité à Kais Saïd, lui dire qu'on sait ce que vous voulez faire. Et arrêtez de dire, monsieur le président, et on sait, on vous fait confiance. Non. Ce qu'il veut faire est très dangereux pour le pays. Est-ce qu'il y a des intellectuels qui ne disent pas ça? C'est de la malhonnêteté pour moi. Et c'est évident pour moi, donc c'est plus évident pour eux. Je suis désolé, je vois que vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour Oui, votre je peux vous présence. répondre. Oui. Alors, je vous cède, je vous laisse, Madame Non, mais Hademi. c'est important ce qu'il a dit. Oui. Parce que nous ne sommes pas dans cet esprit. Nous n'avons pas fait des éloges au président. Nous sommes conscients que le président aujourd'hui s'est arrogé les pleins pouvoirs et il gouverne seul. Et c'est pour cela que M. Qasdarli a insisté que chacun il doit jouer son rôle. D'ailleurs, moi, je salue les Tunisiens aujourd'hui devant la Maison Blanche à Washington qui ont manifesté pour faire de la pression sur le président pour passer directement à Nahda et Hasabha, je ne sais, je n'ai pas trouvé le mot. Et donc, je pense aussi… Les mettre devant ses responsabilités, oui. Oui. Non, on n'est pas dans cet esprit. On est là pour contrecarrer toute dictature. La démocratie n'est pas quelque chose, n'est pas un chèque en blanc. Oui. Et puis les progressistes, moi je dirais les vrais progressistes, ils ne se sont pas alliés à Nahda. Ce sont les opportunistes qui se sont alliés à Nahda. Oui. Merci Hademi, malgré que je suis avec totalement avec ce monsieur, je pense il a raison.
Il y a l'absence d'une feuille de route. On parle souvent, il y a beaucoup de popularisme dans les réactions et actions du président. Le peuple tombe encore dans le sacré, M. Kais Saïd, le saveur et tout, etc. La réalité est loin et on parle que le président, il est mal conseillé. On élimine des gouverneurs sont gouverneurs depuis 10 jours, etc. Même cette responsabilité de suivre la corruption du rien du tout. Il y a les responsables de la corruption sont aujourd'hui libres. Ils sont où l'affaire de Bouchlek? Il est où la responsabilité de la famille Mabrouk qui a soutenu pendant 10 années Nahda? Il est où la responsabilité des hommes d'affaires qui ont financé les compagnies de Nahda? Il est où l'histoire d'envoi des terroristes tunisiens sous le parrainage de Qatar et Koweït? Il y a du blablabla, il y a des remèdes sur... Il y a beaucoup de populisme, oui. Oui, populisme, etc. Et le peuple, le pauvre, il est prêt toujours d'applaudir pour rien. C'est à vous, Sihat. Merci beaucoup de me redonner la parole, Abdelil. On n'est pas en désaccord avec monsieur. On n'est pas en désaccord. Pourquoi? Parce que, y compris le professeur Kasdarli, Hademi, etc., nous avions dit tout simplement qu'on ne pouvait pas laisser une personne, quelle que soit sa vision, quelle que soit sa bonne foi, s'arroger tous les pouvoirs politiques. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On ne peut, après 2011, ceci n'est pas possible. Est-ce que c'est la fin des progressistes? Est-ce que c'est la chute de... Moi, je ne suis pas sûr que l'islam politique ne reviendra pas en force en Tunisie. Je le dis, je prends acte. Parce que si cette expérience du 25 juillet ne réussit pas, parce que quelqu'un a pris seul le pouvoir ou parce qu'il n'y a pas eu de participation la plus large possible des compétences et des élites tunisiennes et donc de ce peuple avec toutes les réserves, j'ai dit le peuple, le thème peuple avec toutes ses réserves, s'il n'y a pas une prise de conscience, une participation, et moi je compte personnellement sur des organisations nationales et des partis politiques honnêtes qui peuvent peut-être remettre les pendules à l'heure, moi je pense que l'expérience ne pourra pas réussir. Il faut absolument ne pas rentrer dans le soutien aveugle et inconditionnel, mais se dire que ce qu'a fait le président Saïd, qu'on le veuille ou pas, le 25 juillet, c'est un acte salvateur, c'est un acte de salut public qui a permis aujourd'hui à la Tunisie de se retrouver non seulement dans une nouvelle donne politique, mais dans une nouvelle donne géostratégique. Parce que les choses, de toute façon, changeront. Il y aura avant le 25 et après le 25. Et c'est à nous tous, où que ce soit notre position et quel que soit notre statut, c'est à nous tous de prouver cette fois-ci qu'on ne se laissera pas faire et qu'on n'entrera dans aucune supercherie parce que nous sommes conscients aujourd'hui que c'est une date qui est unique dans l'histoire de la Tunisie moderne. On ne va pas lâcher, on ne pourra pas lâcher, personne ne lâchera. Et il ne faut pas être pessimiste. La Tunisie, les Tunisiens ont toujours démontré que dans les moments difficiles, ils sont capables de reprendre la main et de tracer leur propre avenir. C'est ça la Tunisie, c'est ça les Tunisiens. C'est ça la Tunisie, en tout cas, en laquelle je crois très profondément. Et tous ensemble, on peut changer les choses. Merci Sihat, merci beaucoup. C'est Habib, mot de fin s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Merci, parce que c'est l'essentiel, je pense, de ce qu'on attend d'une rencontre. Personne n'a de leçons à donner aux autres, mais c'est des échanges et on s'éclaire mutuellement. Je respecte ce qu'a dit le monsieur, mais je considère qu'il a raison c'est pas ce genre de questions qui nous fait nous-mêmes nous interroger. Et je n'ai cessé de dire que ce qui m'intéresse, c'est de dire, je pense que les collègues qui sont intervenus, ils ont dit la même chose. Il ne s'agit pas de donner notre destin qui était entre les mains du gourou Ghanouchi, on va le donner à notre personne avec tout le respect de son acte. Non, au contraire, ça montre une nouvelle période, nous devons essayer de la tenter, de la réussir. Et c'est pour cela que les actes l'acte qu'il avait
pris le 25 juillet parce qu'il était président de la République. Il a joué son rôle en tant que président. Il a utilisé, il avait la Constitution prévoyait un certain nombre. Avant, on disait pourquoi il ne l'a pas fait. Maintenant, il l'a fait. Bon, il l'a fait. Donc peut-être que chacun de nous, s'il aurait été dans la même position, il aurait fait autre chose. Mais nous jugeons ce qui a été fait, nous apprécions ce qui a été fait et ce qui a été fait, dans quelle mesure il peut ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. Et à ce moment-là, quelles sont nos responsabilités? Ce n'est pas ses responsabilités seulement à lui, mais quelles sont mes responsabilités, votre responsabilité, nous tous, en quoi nous pouvons servir notre pays qui nous appartient à nous tous. C'est ça, l'idée, c'est comment être chacun dans son domaine, évidemment, celui qui est dans un parti politique, celui qui est dans un syndicat, celui qui est enseignant, celui qui est dans une société de vigilance, tout le monde, chacun de nous, mais arrêtons de donner, il n'y a pas de choses définitives. Je partage entièrement. L'islam politique peut rebondir. Donc, vous êtes en Europe, il y a l'extrême droite qu'on pensait bannie à jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, elle revient. Et en France, on dit que c'est possible que Madame Le Pen puisse prendre le pouvoir. L'Autriche, ils ont pris le pouvoir. Donc, arrêtons quand même. Oui, merci. Merci. Je pense que c'est ça le sens de l'histoire, le sens de la politique. C'est un rapport de force. Essayons de réunir aussi bien les facteurs internes qu'internationaux. Nous avons le mot de Bourguiba, il disait toujours, nous sommes un petit pays, mais nous devons savoir nous faire respecter en étant les amis de tout le monde. Et nous avons beaucoup d'amis, et c'est ce qui s'est passé pour parler de sanitaire, le sursaut mondial qui a été fait, ce n'est pas ni pour un président, ni pour un chef de gouvernement. Il a été fait pour la place qu'a prise la Tunisie à travers son histoire, parce que les amis à l'extérieur ne regardent pas tel ou tel président, regardent le pays. Et la Tunisie jouit aujourd'hui, et malgré tout ce qui s'est passé, jouit d'un actif et d'un respect. J'en ai fait partie, j'ai eu les moments difficiles par lesquels est passé mon pays, et j'ai vu le respect que les gens à l'extérieur donnent. Évidemment, tout le monde est inquiet, mais il faut savoir à chaque fois utiliser nos acquis. Nous avons des acquis, et on ne va pas se dire voilà les acquis parce qu'il y avait Bourguiba. Non, il faut savoir, mais aujourd'hui, faire mieux que Bourguiba, faire mieux que ce que les gens qui étaient là. C'est notre devoir. Bourguiba a fait mieux que ce qui était avant lui. Nous devons faire capitaliser ce qu'avait fait Bourguiba et tous les réformistes tunisiens pour faire bâtir. C'est une longue histoire, j'ai dit un long fleuve, et nous devons savoir apporter notre petit maillon ou bien à cette chaîne qui va continuer avec nous, mais surtout après nous. Donc, c'est Merci Salah Habib, merci beaucoup. Malgré qu'en Europe, on n'a pas seulement l'extrême droite, bien aussi, vous savez que l'Europe est aussi le bastion, le gazerne de l'arrière, le gazerne de réserve pour l'extrême politique, soit tunisien, etc. Et je vous informe, dernièrement, il y avait un grand scandale à propos de pêcheur de haine, Béchir Brahsan, qui est venu ici. Il a été reçu dans un mosquée à Lausanne pour prêcher la haine et pour prêcher ses théories de terroristes. Alors, je vous remercie. Si professeur Farhat Afshar, le président de la coordination islamique, coordination des organisations islamiques suisses, le mot de fin, c'est à vous, docteur Afshar. Merci, mes chers participants. Cher doyen, professeur Rastouli, votre présentation était très enrichante et instructive pour nous. Je vous remercie chaleureusement et j'espère vous revoir tous bientôt. Au revoir.
Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sir Habib. Merci Sir Hatem. Merci Hadami. Merci Frédéric. Tout le monde, je vous remercie pour votre présence. Nous étions honorés par votre présence. À la prochaine. On vous donne rendez-vous mercredi avec Dr Malik Bezouh sur Afghanistan, le désastre, et puis Monsieur Seri Hanafi, Islam et sociologie, et puis Monsieur Hatem Ben Salem, professeur Hatem Ben Salem, diplomatie islamique, et puis il y aura aussi Dominique Attias, Najet, j'ai oublié, l'ancienne ministre de l'éducation, oui, Najet Ballo Belkacem. Oui, Belkacem. Oui, sur jeunesse et problématiques avec loi. Merci beaucoup. À la prochaine. Mille merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.